Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. 7 décennies après la publication de 1984 de George Orwell, Big Brother demeure la métaphore qui écrase toutes les autres quand on parle de surveillance et technologie. En 2013, après les révélations d'Edward Snowden, le livre d'Orwell était en top des ventes de toutes les librairies. Rebelote en 2017 après l'élection de Trump et en 2022 après le début de la guerre contre l'Ukraine. La sociologue technocritique Shoshana Zuboff parle de Big Other. L'auteur de science-fiction Alain Damasio lui met en garde contre Big Mother, tandis que le sociologue américain William G. Staples préfère parler des Tiny Brothers. Sauf qu'à force de cuisiner Big Brother à toutes les sauces, on risque d'avoir la nausée. Et surtout, de ne pas bien saisir la complexité du sujet. Alors, pour plonger dans la réalité des implications de l'IA en matière de surveillance et d'autonomie, je vous propose donc d'esquiver les fantasmes orwelliens le temps d'un épisode pour plonger très concrètement dans la réalité du terrain. Alors, comment l'IA peut-elle intégrer des outils de surveillance dans le travail ? Quelles utilisations peuvent-elles en être faites ? Quels sont les risques, les avantages ? À mes côtés, pour tenter de répondre à ces questions, François Matins, directeur des affaires publiques chez 22, une solution d'analyse vidéo en temps réel basée sur l'IA, et Yann Ferguson, spécialiste des mutations au travail, docteur en sociologie et directeur du Labor IA. Bonjour à tous les deux et bienvenue dans Labor IA, le podcast qui explore les impacts de l'IA sur le travail. Alors, pour commencer, Yann, je vais me tourner vers vous. Quand on parle de surveillance d'IA et de travail, l'exemple qui arrive souvent en tête, c'est celui des entrepôts et de leurs techniques qu'on appelle de voice picking ou de management algorithmique. Je pense notamment aux gros titres qui ont été faits sur Amazon et sa surveillance via une forme de gamification où les collaborateurs peuvent suivre leurs tâches comme dans un jeu vidéo. Mais vous expliquez très justement que la surveillance et le travail, c'est bien plus vaste et plus complexe que ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'englobe cette problématique selon vous? De quoi on parle exactement? Il faut savoir d'abord que au travail, l'autonomie fait partie des valeurs fondamentales dans le sens où on a tendance à considérer son travail comme juste lorsqu'il nous concède, ou notre management nous concède de l'autonomie dans la réalisation, qui nous permet de développer nos pratiques personnelles, et injuste lorsqu'au contraire, on est plutôt bridé, lorsqu'on est contraint de suivre des protocoles extrêmement stricts. Et dans quelle mesure l'intelligence artificielle, elle peut potentialiser ce sentiment d'injustice ? Vous l'avez dit, d'abord par une forme de ce que je vais appeler une domination active, c'est-à-dire qu'on va avoir un système qui, très clairement, a été introduit par le management comme une manière de surveiller le collaborateur, de contrôler ses pratiques, ce qu'on va appeler peut-être une forme de taylorisme 4.0, c'est-à-dire de s'assurer que l'opérateur, le travailleur, réalise la tâche exactement comme on considère qu'elle doit être réalisée pour être optimisée. Donc l'intelligence artificielle peut être introduite au nom de ce regard porté sur le travailleur. Mais d'une autre façon, l'intelligence artificielle peut aussi, et vous l'avez dit dans votre introduction, une approche un peu plus big mover, c'est-à-dire finalement s'introduire dans des pratiques, amener à une forme de contrôle insidieux, non pas parce que le management l'aurait décidé, mais parce que dans notre rapport à l'outil, dans la façon dont il exprime ses résultats, eh bien on va développer une certaine forme de passivité. C'est pour ça que j'appelle ça la domination passive. Ça peut être d'abord parce qu'on a trop confiance dans le système ou pas suffisamment confiance en soi. Ça peut être aussi parce que petit à petit, on va se contenter d'une solution qui arrive assez rapidement et on ne souhaite pas augmenter l'énergie qu'on va déployer pour cette tâche. Soit on le souhaite pas parce qu'on veut rentrer plus tôt, soit on le souhaite pas parce qu'on a trop de travail. Ça peut être aussi parce que on est excessivement focalisé sur le système au détriment de la perception de notre environnement. Par exemple, on est excessivement concentré sur ce que nous dit Waze, alors que notre environnement nous dit que il y a plus de route et qu'on va clairement sur un chemin de montagne extrêmement pénible. Ça peut être aussi parce que progressivement, on devient de plus en plus dépendant au système. On est incapable de s'en sortir si on n'a pas le système. En tout cas, voilà tout un tas d'interactions de la machine qui progressivement, de façon insidieuse et passive, vont amener à augmenter l'emprise de l'IA sur nos propres pratiques et sur nos propres décisions. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez expérimenté tout un tas de terrains d'observation très concrets avec des secteurs et des populations qui sont très différents, que ce soit l'aéronautique ou ce qu'on appelle le top 10%. Qu'est-ce que vous avez observé très concrètement en matière d'autonomie et de surveillance dans le travail ? Par exemple, on a effectivement observé l'introduction d'un système de maintenance d'éléments de moteur extrêmement cruciaux et difficiles d'accès dans l'aéronautique, des avions qui vont être sur le tarmac. On a étudié en fait l'introduction d'un dispositif de boroscopie. Les boroscopeurs sont ceux qui regardent ces éléments du moteur assez difficiles d'accès. Et jusque-là, ils travaillaient en équipe.
Et on a expérimenté, et nous on a observé cette expérimentation, l'introduction d'un système d'IA sur lequel on va remplacer le coéquipier humain par un coéquipier IA, un coéquipier entre guillemets, parce que il y a toute une discussion à savoir si on peut utiliser un vocabulaire anthropomorphique pour désigner ces systèmes. Et en fait, il y a 2 aéroports qui utilisent le même système, donc l'activité est la même. Sauf que l'historique de la première équipe, c'est un modèle plutôt autogestionnaire où les objectifs sont donnés par l'organisation, mais il y a une certaine liberté dans la façon d'accéder à ces objectifs. Et puis de l'autre, on a au contraire un management beaucoup plus descendant, un peu plus de micromanagement historiquement, et quelque chose de très top-down dans la façon de manager ces équipes. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que dans la première équipe, le système d'IA a été très mal perçu parce que justement, il a été perçu comme un dispositif de contrôle, de prescription, de renforcement de l'emprise des procédures sur les pratiques. Et donc, il a été rejeté parce que il ne concordait pas à la culture de cette équipe. Vous me voyez venir, de l'autre côté, eh bien, vous avez une équipe qui a parfaitement perçu le système parce que finalement, il n'était que le ventriloque ou la traduction technologique d'une culture organisationnelle existante. Donc, ce que ça semble dire, cette vision, c'est que on a tort d'imputer excessivement des intentions dans le système. On se rend compte que la culture, l'éthos de l'organisation préexistant à l'introduction de système va avoir une énorme influence sur la vision, la perception et, je dirais, l'adoption de ce système dans les équipes. On a vu aussi des systèmes qui surveillent, on va le dire comme ça, les collaborateurs, non pas pour savoir s'ils sont en train de lire l'équipe ou d'être sur les réseaux sociaux, mais plutôt sur les probabilités de démission des collaborateurs. Alors, comment on fait? Eh bien, on regarde les données SIRH, celles qui sont tout à fait légales. On va aussi les matcher avec des données du marché du travail pour regarder la désirabilité d'un job. Et à partir de là, on va faire une prédiction. Et donc, on a un manager qui, d'une part, va se retrouver en situation de recevoir cette prédiction. Il s'est levé le matin, il était assez tranquille. Et puis là, bim, il apprend qu'il y a 4 collaborateurs qui ont une probabilité haute de démission, 40% dans les 3 mois, par exemple, c'est important. Mais il apprend aussi que son manager accède à l'information et qu'il est aussi évalué sur sa capacité à fidéliser les collaborateurs. Donc, on a une forme de tension comme ça, un travailleur sous tension qui reçoit des informations extrêmement éclairantes et malgré tout précieuses, parce que ça va lui permettre d'agir. Mais de l'autre, il peut se sentir aussi dans une situation de surveillant de ses collaborateurs et aussi d'être surveillé par son manager. Et cet algorithme de prédiction d'émissions, il est utilisé chez quel type de population? Chez les cadres, chez les employés plutôt? Alors, le cas d'usage qu'on a regardé, c'est plutôt des situations de managers d'équipe internationale qui n'ont pas forcément un contact régulier en face-to-face avec les collaborateurs, qui ont des plateaux importants et qui sont un peu dans une forme de management d'indicateurs. C'est-à-dire que, à défaut d'avoir une relation directe et quotidienne avec les collaborateurs, ils ont des indicateurs de performance, ils ont des indicateurs de suivi de projet. Et finalement, dans ce tableau d'indicateurs va s'ajouter un autre indicateur qui est celui de la risque de démission du collaborateur. Ouais, c'est super intéressant parce que du coup, c'est vraiment super différent des terrains qu'on avait pu identifier comme les entrepôts ou celui de l'aéronautique qui est un tout petit peu plus similaire. Là, on est sur une population un peu plus col blanc, si je comprends bien. Donc, ça vient un peu battre en brèche les présupposés qu'on peut avoir sur les dispositifs de surveillance au travail. Pour poursuivre les échanges, je vais me tourner vers vous, François, parce que vous êtes confronté à la problématique de la surveillance, mais en amont de ces sujets que Yann vient d'exposer, c'est-à-dire dès la conception de l'algorithme, en fait. Et vous expliquez avoir conçu une approche de l'IA qui est éthique. Et moi, j'aimerais savoir ce que ça implique, puisque c'est vrai que c'est un mot qu'on entend beaucoup dans la bouche, notamment des grosses entreprises de la tech, que ce soit Meta, Google ou IBM, qui se gargarisent assez régulièrement de leurs vertus. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire chez 22 concrètement, cette éthique, et comment est-ce qu'on peut s'affranchir d'une forme de bullshit, si je peux m'exprimer de manière un tout petit peu familière? Oui, tout à fait. Alors, sur le mot surveillance, je mets toujours la distance. Il a tout de suite une connotation anxiogène. Donc Ouais. oui, évidemment, l'IA associée à de la vidéo pour ce qu'on fait peut avoir une finalité de surveillance, mais elle a une multitude d'autres cas qui sont beaucoup plus vertueuses. Pour répondre à comment aujourd'hui, nous, chez 22, l'éthique n'est pas que de la communication, parce qu'évidemment, et encore une fois, on va pas s'en cacher, on communique sur le fait qu'on fasse de l'éthique, et c'est important de le faire. Mais nous, on a vraiment inscrit ça dans notre stratégie. Aujourd'hui, l'éthique by design, comme on le conçoit chez 22, il est à 3 niveaux. Le premier, il est sur la donnée. Et vous le savez, on le suit avec le RGPD, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, aussi bien législatif qu'autre, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. La donnée est très importante. Nous, comment aujourd'hui on traite et on a une approche éthique dès la donnée, c'est que le premier, tout de suite, on essaie d'évaluer
tous les biais qui peuvent impacter la collecte de la donnée. On va jamais lutter contre les biais, parce que les biais, ils sont infinis, et au même titre que l'humain, on a tous des biais. L'IA, comme elle est créée par des humains, elle a forcément une vision biaisée. Donc nous, c'est juste qu'on les prend en compte et on les évalue et on les catégorise pour savoir que on sait déjà que cette donnée, on l'anticipe qu'elle sera biaisée, donc ça permet déjà de lever certains problèmes ou certains questionnements. Ensuite, vous avez la pseudomisation de nos données, c'est-à-dire que tout de suite, au moment où on la capte, à aucun moment des humains chez nous sont en capacité de pouvoir mettre une logique d'identité ou de biométrie, parce que même nous, on n'a pas accès à la réalité de la donnée. Elle passe dans un logiciel qui est déjà pseudonymisé. Et le troisième aspect, c'est qu'on a créé il y a quelques années un logiciel en interne qui s'appelle Genepix, qui crée de la donnée de synthèse. Et si vous voulez, aujourd'hui, pour se départir de la contrainte de la donnée réelle, qui pour plein de bonnes raisons, légalement, elle met des limites de conservation, elle est obligée de l'anonymiser, etc. Nous, on donne à manger, entre guillemets, à nos algorithmes de la donnée réelle qui aujourd'hui est encore indispensable, avec toutes les contraintes légales et autres qu'il faut avoir. Et en plus de ça, on l'alimente avec la donnée de synthèse, qui pour elle, pour la peine, est une donnée qui est issue de la création des jeux vidéo, où là, elle est, on va dire, elle est infinie si on se donne le temps et les moyens. Et ça, pour la peine, c'est de la fausse donnée, mais qui permet d'alimenter nos datasets, à la fois de la donnée réelle et de la donnée synthèse. Donc ça, c'est la donnée. Déjà, il y a une approche en amont. Ensuite, sur comment on entraîne nos modèles et nos IA. Pour un modèle qui est assez précis, en fonction d'un cas d'usage qu'on veut avoir, on prend le temps de détecter donc tous les biais qu'on a vus dans la data et aussi comment nos modèles vont entraîner. Donc là, encore une fois, on remet une couche et on challenge avec des biais qui, comme je vous l'ai dit, sont infinis, pour pouvoir les anticiper sur des dérives que ça peut avoir. En tout cas, on les prend en compte dès le début et on les découvre pas le jour où notre algorithme sort un résultat. Et évidemment, il y a la considération du modèle par un use case très précis, et ça c'est très important. Et je vous prends un exemple, c'est que typiquement aujourd'hui, nos algorithmes détectent un humain au même titre qu'un objet. C'est-à-dire que pour nos algorithmes, la catégorie humain, c'est comme une chaise ou une valise. La même catégorie qu'une valise, une chaise ou une chaussure. Donc, à aucun moment, nos algorithmes sont en capacité d'y ajouter des informations biométriques, comme le genre, comme le comportemental. Donc, on ne peut pas détourner nos algorithmes pour en faire une finalité biométrique. Vous avez inventé une catégorie d'objets humains. Voilà, exactement. Okay. Et donc, avec des critères particuliers. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir un truc rond au-dessus d'un truc un peu carré. Enfin, bref, je caricature, mais c'est un peu ça. Et c'est là où on a réussi à faire un modèle qui, là, pour la peine, en tout cas, on est parmi les seuls en France à le faire. C'est avoir une logique de tracking non biométrique. C'est-à-dire qu'on peut suivre potentiellement des objets qui sont dans la catégorie humain, sans aucun moment avoir des critères biométriques de genre, de couleur de peau, etc. Mais en disant, bah voilà, c'est un objet qui a plutôt la partie haute qui est rouge, donc ça veut dire un t-shirt rouge, plutôt la partie basse bleue, donc ça veut dire un jean, et la partie très basse blanche, donc des baskets blanches. Et ça permet potentiellement, tout en respectant la législation et l'éthique, de ne pas avoir une logique biométrique. Et le dernier aspect, c'est que on challenge beaucoup notre business. Ouais. Ou pour le business, on a créé un comité éthique qui, en plus, n'est pas uniquement sur le business, mais également sur challenger notre R&D et notre technique, où on réunit tous les 3 mois un comité éthique avec des personnalités internes qui sont du business, de la tech, etc., et des personnalités externes, des gens comme Ian Ferguson au hasard, et qui viennent nous challenger en disant attention, ça, ces biais-là, c'est important. Est-ce que vous avez pris en considération tel critère? Et également, si ça vous intéresse, sur des business où parfois certains de nos clients nous demandent des choses et nous, ça nous paraît un peu problématique, et ben on les met sur la table du comité éthique et le comité éthique donne son avis, ce qui est déjà arrivé parfois, où on a refusé certains business et certaines demandes clients parce que le comité éthique avait dit là, c'est trop border. Donc, est-ce que vous avez obligation de suivre les recommandations du comité éthique? Ou est-ce que vous pouvez dire, bah non, finalement, on s'en fout, on vous écoute, mais on va pas suivre vos recommandations? Alors, il n'y a pas une obligation légale. Ça veut dire que à aucun moment en interne, c'est marqué que si le comité éthique a dit non, donc il n'y a pas on va dire un droit de veto dans la gouvernance de la prise de décision. En revanche, c'est quelque chose qui est très largement pris en considération. Et ça peut paraître bête ce qu'on dit, mais on croit en nos valeurs et on est convaincu que la réussite de notre entreprise passera par une éthique qui est opérationnelle. Et le bullshit, ça marche un moment, mais à un moment, l'imposture, elle est révélée. Et encore une fois, j'ai pas cité une entreprise, mais ça se voit chez certaines entreprises que vous avez citées, avec une grosse vague de démissions. Et en plus de ça, si on ne respectait pas les propres gouvernances éthiques qu'on a en interne, c'est tout simple, on pourrait pas recruter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent chez nous, que ce soit des techs ou d'autres mêmes fonctions support, qui nous disent, moi, je suis venu chez vous plutôt qu'une entreprise parce que j'ai l'impression que l'éthique, c'est une réelle valeur chez vous et vous la mettez au quotidien et c'est pas que du bullshit. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ces décisions éthiques que vous avez dû prendre? Vous dites avoir dû finalement trancher sur des décisions business que vous n'avez pas forcément suivies en raison de l'avis défavorable du comité éthique.
Concrètement, ça peut ressembler à quoi? J'ai 2 cas très concrets. Un qui est, on va dire, business et l'autre R&D. Sur le business, il y a une ville de France, il y a quelques temps, qui nous a demandé de détecter des caravanes à l'entrée de sa ville. Ok. Voilà, on sentait, nous, les commerciaux, ils ont dit, bon, c'est un peu border, on voit On peut à peu près percevoir les dérives. Donc, on a mis le dossier à l'ordre du jour du comité éthique qui s'est réuni quelques semaines plus tard. Et là, ils ont dit, bah non, ça se voit, ça va stigmatiser une certaine partie de la population. C'est contre nos valeurs, et en plus de ça peut être très préjudiciable pour l'image de l'entreprise, donc no go. Donc on est retourné voir la ville en question, on leur a dit écoutez, nous techniquement c'est pas un problème, on sait le faire, mais pour des raisons éthiques et d'image, désolé, on va pas vous suivre sur ce dossier-là. On peut vous faire plein d'autres choses, de la statistique des choses, mais on vous fera pas de la détection en temps réel pour que votre police municipale vienne arrêter les gens qui ont des caravanes. Donc ça, c'est un côté très business. Et ensuite, il y a une autre demande d'un client qui là était beaucoup plus en phase amont, qui était nous dire voilà, je voudrais détecter les personnes au sol. Donc nous, on dit bah super, il y a des sujets suite à des bagarres, peut-être des gens qui font des AVC, des gens qui sont blessés. Ça peut envoyer une alerte directement au service de secours au cas où quelqu'un est en difficulté. Et c'est là où le comité éthique a levé la main en disant oui, vous avez raison, sauf que en faisant ce cas d'usage, il peut y avoir une dérive qui est de détecter des SDF qui stagnent devant des lieux publics, devant des banques, devant des supermarchés. Et nous, pour des raisons éthiques, ça nous pose problème. Et là, c'est le comité éthique qui a levé ce sujet. Plein de gens n'avaient pas pris conscience parce qu'ils n'avaient pas vu le côté, on va dire, dérive qu'il pouvait y avoir. On a dit ouais d'accord. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que on s'est pas interdit de bosser sur ce client-là. En revanche, on a dit on va pas détecter une personne au sol, on va détecter une dynamique de chute. Et c'est là où du coup, ça a permis de répondre aux besoins clients. Et c'est là aussi, c'est une prise d'importance, c'est qu'être éthique, ça coûte cher. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que développer un algorithme pour une personne qui est au sol, ça coûte, j'ai pas les proportions, mais 5 ou 10 fois moins cher que de détecter une dynamique de chute qui est bien plus compliquée à entraîner un modèle, à la fois pour de la data et des modèles. Donc du coup, et on l'a fait, mais on est très fiers de le faire, mais il faut avoir conscience que aujourd'hui, avoir une démarche éthique dans ce qu'on fait, ça coûte plus cher que si on n'était pas éthique. Mais moi, ce que je me demande, c'est comment on fait pour identifier toutes les dérives potentielles, parce que là, vous en avez nommé une, mais on pourrait penser à 1000 autres applications potentiellement dangereuses d'un algorithme pareil. Yann, vous êtes membre du comité éthique de 22, donc vous prenez ce genre de décision, vous avez participé à ces discussions. Comment on s'assure qu'il n'y ait pas de dérive et comment on fait pour penser à tout? Parce que de manière très naïve, moi, je me dis, peut-être qu'il y a une chose à laquelle vous auriez peut-être pas pensé, qui, tombé entre de mauvaises mains, pourrait apporter quelques dérives. Alors, de suite, il faut être humble. Hein. On ne peut pas penser à tout. Ouais. Et je dirais, c'est pas spécifique à l'IA. Le progrès technique se fonde toujours sur des promesses envisagées qui, généralement, ont tendance à aveugler sur les conséquences possibles. Et l'on découvre souvent, après que les problèmes aient lieu, que ces promesses contenaient aussi un potentiel de problème que des éthiciens américains comme Charles Perrow appelaient le potentiel catastrophique. C'est un peu anxiogène, mais voilà, et chaque technologie contient un potentiel que l'on découvre. Par contre, on peut essayer de développer ce qu'on appelle ce raisonnement conséquentialiste, qui n'est pas le seul raisonnement en éthique. Le raisonnement conséquentialiste, c'est d'une part formuler de manière très générale un ensemble de conséquences, faire une espèce de mapping ou de cartographie des conséquences, et dans une vision un peu plus précise, l'éthique utilitariste a tendance à faire une analyse qu'on appelle bénéfice-risque, où on va dire que est éthique quelque chose qui fait plus de mal que de bien. Mais il existe aussi des éthiques plutôt de type déontologique, où on va dire qu'il y a des choses qui sont mal par nature. Il n'y a pas que la conséquence, bonne ou mauvaise, mais il y a des choses qui sont mal par nature. Il y a aussi l'éthique des vertus. On va dire que finalement, ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes intentions. Mais l'enfer en est pavé. On peut développer comme ça différents raisonnements éthiques. Donc c'est déjà une façon d'envisager un certain nombre d'effets et un certain nombre de problèmes, d'avoir une matrice des différents types d'éthique. Moi, c'est un peu les outils que j'ai à l'intérieur du comité. Et puis, il y a aussi la diversité. On a la tech qui nous dit, par exemple, dans le cas qui a été expliqué, ça va être plus dur de détecter le concept de chute que quelqu'un qui est quelques secondes au sol, clairement, et qui nous a même dit, à l'heure actuelle, je peux pas vous dire combien ça va coûter et si on va arriver à un résultat optimal. Voilà. Et clairement, il nous l'a dit. Donc, on entend la tech. On entend évidemment la partie business qui dit il y a beaucoup d'argent à gagner, c'est un client motivé. Puis derrière, une fois qu'on a proposé ça, il y a forcément d'autres gens que ça va intéresser. On a évidemment le dirigeant qui nous rappelle pourquoi il a fondé cette société, quelle est sa position, quelle est son éthique, c'est-à-dire faire finalement de la caméra intelligente sans identifier et avec une vraie ambition de grandir
tout en restant sur cette approche qui est une tension en fait. Il y a une tension, c'est-à-dire quelque part, il y a un refus de facilité pour grandir. On a aussi une juriste de 22 qui est là, qui nous rappelle un certain nombre d'éléments. On va dire que on n'arrive pas à l'exhaustivité, mais on l'approxime dans la mesure où on a une vraie diversité dans la composition du comité, dans la vision des mondes sous-jacente à ce comité. Et dans cette diversité, on va justement essayer de réduire les biais de regard qu'on peut avoir sur les situations. Des gens qui seraient très business, des gens qui seraient trop éthiques, entre guillemets, par rapport à cette ligne de crête qui est de grandir tout en étant éthique. D'autres qui seraient trop techno. La diversité, et parfois d'ailleurs, on se l'a pas dit, mais on a des invités extérieurs spécifiques qui viennent écouter pour montrer. Il y a une forme de transparence. Alors tout le monde n'est pas invité au comité éthique, mais on a eu des personnes qui a priori pouvaient se positionner comme plutôt contre cette technologie, mais qui sont venus, qui ont écouté. Il y a eu une vraie ouverture de la part du comité éthique pour dire, voilà, on sait que vous n'êtes pas des alliés, mais on veut vous montrer qu'on essaie de faire bien les choses. Et je crois que cette diversité est une manière, peut-être pas d'avoir l'exhaustivité, mais en tout cas d'avoir une vraie profondeur d'analyse, de sensibilité, qui permet d'éviter, je dirais, un déséquilibre dans les points de vue qui sont exprimés. François, je vous vois opiner vigoureusement de la tête sur cette question de la diversité, des profils. Tout à fait. Non, mais tout à fait aligné avec ce que vient de dire Yann, et je compléterai juste en disant que la notion d'éthique, elle est profondément polymorphe. L'éthique de l'un est totalement différente de celle de l'autre. Et moi, qui ai l'occasion de bouger beaucoup à l'international, où je discute avec mes homologues étrangers, mais l'éthique d'un Français, déjà, ça veut rien dire en français, parce que l'éthique que j'ai aujourd'hui, c'est pas la même que vous, Lorraine, et c'est pas forcément la même que Yann. Et c'était intéressant parce qu'il a parlé de la notion du bien, du mal. Et ça, c'est une notion qui est très intime. Et c'est là où c'est très difficile de plaquer une notion qu'on se veut généraliste, l'éthique, mais qui en fait est à la fois très personnelle et très culturelle. Et moi, je vous dis, quand je voyage à l'étranger et quand je discute parfois avec certains de mes homologues chinois, là, je leur dis, bon, les gars, là, quand même, vous abusez. Et ils sont convaincus que ce qu'ils font est éthique. Mais c'est à l'aune de leur propre éthique. Et sincèrement, je peux pas avoir un jugement de valeur. Parce que je comprends, quand ils m'expliquent, ouais, je comprends dans ton modèle de société, de culture, que, c'est éthique pour toi. Mais dans une société occidentale, ou en tout cas en France, c'est pas du tout éthique. Et qui a raison, qui a tort? Moi, je suis pas là pour donner des leçons. Et moi, c'est un exemple que je prends souvent parce que j'ai des détracteurs. Je suis souvent face à des gens qui sont contre moi. Et très bien, moi, j'adore le débat. Et je leur dis, mais moi, je suis un citoyen. À aucun moment, j'ai envie de travailler dans une entreprise qui va créer 1984, qui va créer le social credit comme en Chine, ou qui va être dans Black Mirror. Moi, je ne veux pas de ce social. Donc, moi, je suis le premier à vous dire, rassurez-vous, on n'est pas là pour embrigader ou surveiller des citoyens. On est là justement pour montrer que la technologie n'est pas du tout incompatible avec les libertés publiques, et c'est ce qu'on essaie de prouver au quotidien. Et vous avez un comité éthique, mais c'est pas le cas de toutes les entreprises. Et justement, vous parliez de cette notion de vitesse. Vous dites, on est une deep tech, donc on va très vite. Et c'est souvent un argument qui revient quand on parle de cadre réglementaire. On a tendance à toujours ramener cette rhétorique du retard, de dire que les pouvoirs publics sont en retard parce que la technologie va trop vite. Est-ce que vous pensez qu'il y a un cadre réglementaire qui est suffisamment strict aujourd'hui pour encadrer l'IA, la surveillance et le travail? Yann, peut-être? Actuellement, il y a évidemment le cadre réglementaire qui interdit de reconnaître de façon biométrique dans les espaces publics à des individus. Donc ça, c'est des choses qui sont très posées. Enfin, François, évidemment, le dira mieux que moi, parce qu'il est vraiment confronté, je pense, à cette réglementation. Et c'est justement dans cette confrontation qu'on construit une proposition innovante, comme François l'a expliqué, c'est-à-dire d'assimiler des humains à des objets comme les autres et de réussir l'objectif, à atteindre des objectifs de sûreté sans passer par des identifications biométriques qui effectivement nous plongent dans une vision un peu dystopique. Alors le futur cadre réglementaire européen a d'entrée placé le crédit social à la chinoise comme un usage de l'IA qui est inacceptable, considéré comme à haut risque. Pour autant, elle n'a pas totalement fermé la porte à la reconnaissance faciale sur des usages extrêmement circonscrits, comme les menaces terroristes, par exemple, ou les kidnappings. Voilà, il y aura des ouvertures pour ça. Évidemment, ça va poser la question de, dans le cas, par exemple, de la menace terroriste, le niveau de menace peut être en permanence considéré comme très élevé. Et c'est le cas actuellement, avec la situation géopolitique. Et donc, dans quelle mesure les régimes d'exception vont devenir des régimes généraux? Donc ça, c'est des vrais sujets. Et la CNIL s'est déjà positionnée sur des sujets d'écoute téléphonique, sur des sujets de surveillance algorithmique, notamment les surveillances de messages sur les boîtes mail, etc. Donc, il y a déjà eu des débats et ils vont continuer à exister. Évidemment, la technologie va très vite et la réglementation, elle est toujours en retard. Et entre la technologie qui va vite et la réglementation qui est lente, eh bien, il y a l'éthique.
C'est normal que la réglementation soit lente parce que la fabrication du droit, c'est assez lent. Et c'est lent parce qu'il faut beaucoup de délibération. Il faut proposer quelque chose qui ne soit pas trop vite dépassé, qu'on soit pas obligé de reproduire une nouvelle réglementation à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie. Donc, il y a une réflexion. Et puis, si jamais, et ça arrive parfois encore, on a raté le coche, on va faire des choses qui soit passent à côté du sujet, soit qui sont trop contraignantes pour l'innovation, parce que à côté du sujet, des choses qu'on veut éviter, comme la surveillance généralisée, il y a la question de la souveraineté, d'avoir des technologies souveraines. Et si on met des réglementations qui sont trop bridantes pour l'innovation, eh bien, un des risques, c'est que lorsque la technologie s'impose ou lorsqu'on en a besoin, on soit obligé d'aller chercher des technologies non souveraines. Et donc, l'éthique va préfigurer la réglementation. Et l'intérêt de l'éthique, c'est que ce sont des analyses qui sont situées. C'est-à-dire qu'on va au plus près des sujets, comme l'a dit François, elle a donné des exemples très concrets. Elle a un inconvénient, c'est qu'elle est non impérative, c'est-à-dire qu'elle donne des avis consultatifs, mais par contre, ils sont au plus près du réel. Là où la réglementation va être impérative, c'est ce qu'on appelle la hard law, qu'on oppose à la soft law, mais par contre, parfois, il y a un décalage entre le cas de droit et le cas d'espèce. Et donc, là, il faut réussir à slalomer entre les forces et les avantages de l'approche éthique et la force et les avantages des cadres réglementaires. Pour conclure, moi, j'aimerais revenir à la problématique du travail, puisque c'est quand même ce qui nous réunit aujourd'hui. Et j'aimerais solliciter vos deux casquettes, à la fois de chercheur pour vous, Yann, et plutôt d'acteur du terrain pour vous, François. Très rapidement, parce qu'on arrive au bout de notre chrono. Mais comment on pourrait, à votre avis, trouver un chemin qui soit satisfaisant pour l'IA, la surveillance et le travail? Vaste question à laquelle il faudra répondre rapidement. Ce que je dis souvent, c'est qu'il y a un double paradoxe de la compétence dans le secteur dans lequel on est. C'est que d'un côté, le législateur, avec toute la bonne volonté qu'il a, il a un vrai manque de compétences scientifiques. Et on le voit, nous, quand on discute, les gens ont beau essayer de comprendre. Enfin, c'est une technologie deep tech où c'est dur. Et les gens, comme ils ont un background qui est pas scientifique, c'est dur de leur expliquer la finesse et la complexité de ce sur quoi on travaille. Et pour qu'eux le retranscrivent sur du texte de loi, des fois, ça tombe à côté de la plaque et on est dans la surréaction ou la sous-réaction, mais on n'est pas sur le bon curseur. Et de l'autre côté, moi, je prône pour qu'il y ait plus dans les boîtes de tech des philosophes des technologies, des éthiciens qui viennent challenger au sein même des entreprises et qu'ils aient un vrai pouvoir. Et on le voit, certaines grosses boîtes de la tech ont essayé de le faire. Avec peu de succès. Il y a eu que beaucoup ont démissionné chez Google, etc. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Malheureusement, mais ça a eu le mérite d'exister. Mais je pense que ça devrait être un poste qui devrait être reconnu parce que c'est des gens qui ont le temps, c'est des gens qui viennent vous challenger sur les idées, qui apportent cette diversité et qui, pour moi, si en fait ce travail était fait en amont dans les entreprises mêmes, il y aurait pas tant besoin de ça de régulation législative parce qu'on arriverait. Yann, très rapidement sur ce futur, sur ce chemin satisfaisant qu'on pourrait trouver en quelques mots. Si on se place du côté du travailleur et de l'expérience de travail que peut susciter le fait d'utiliser quotidiennement ou presque quotidiennement, régulièrement un système d'IA, il y a des instances. Il y a une instance qui s'appelle le dialogue social. Le dialogue social a des sujets historiques, comme les salaires, comme le temps de travail, comme les conditions de travail. Et je crois que si effectivement on a aujourd'hui une technologie qui vient à ce point transformer les manières de travailler, transformer les organisations, il est grand temps d'abord d'acculturer à ce sujet tous les partenaires sociaux, au sens large, les représentants, mais aussi les syndicats, les RH, etc. Et aujourd'hui, j'ai énormément de demandes dans ce sens-là. Puis de développer des méthodes de dialogue social autour de cette technologie, parce que là, on ne sera pas, encore une fois, dans une discussion de grands principes éthiques, le bien, le mal, etc. On sera au plus près des situations de travail, au plus près de ce que signifie la qualité de vie au travail et la qualité du travail, c'est-à-dire la possibilité de se réaliser dans son travail, vivre dignement et avoir un travail qui a du sens. Et je pense que c'est par le dialogue social que ces situations-là pourront être le mieux décrites et le mieux abordées pour que l'introduction de ces systèmes se fasse le plus sereinement possible. Merci Yann, merci François, merci à tous les deux et à très bientôt pour un prochain épisode de Labor IA. On parlera notamment de savoir-faire, reconnaissance, management pour continuer à explorer les impacts de l'IA sur le travail. À bientôt.